Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 9 novembre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 19 degrés. Affiché en ce moment pour une maximale de 36 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, à la tribune de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, appelle les plus gros pollueurs à assumer pleinement les responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. Les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité, a-t-il martelé. Un extrait de l'intervention du chef du gouvernement dès le début de cette édition. Autre volet de l'actualité, un palier supplémentaire sera franchi bientôt dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. 4200 hectares seront réhabilités dans quelques mois dans l'Office du Niger. Des milliers de producteurs devraient profiter de l'infrastructure dont les travaux seront lancés le mois prochain. Debougou 4, c'est le nom du projet financé par l'Allemagne à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Les détails avec Ramata Konaté dans cette édition. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui à la chronique de l'environnement qui s'intéresse à Macross au groupe de services environnementaux. Sa particularité est la collecte des déchets de toute nature, mais aussi leur recyclage. Enfin, en sport, football, compétitions africaines des clubs, nos deux représentants en lice jouent aujourd'hui leur match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. L'AS Real de Bamako joue à domicile et le Djoliba AC est en déplacement au Maroc avec un ballottage assez favorable pour l'AS Real. Et puis la fête du football mondial, c'est dans quelques jours. Les sélectionneurs commencent à publier la liste de leurs joueurs. Cette page des sports très fournie, Aridio Makina viendra nous la présenter. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, discours du Premier ministre par intérim à la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. En s'adressant aux participants, le colonel Abdoulaye Maïga a d'abord rappelé les défis liés au climat avant de présenter les efforts en cours au Mali pour soutenir les populations vulnérables. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux à Guibou Koulibaly et Mbaragou Maïga. Les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis posés par les changements climatiques, en raison de notre vulnérabilité particulière au plan climatique, environnemental et écologique. La COP27 se tient à un moment où le monde est à la croisée des chemins et peine à transformer la promesse des sommets mondiaux successifs sur le climat en dividendes d'un mieux-être et d'une prospérité partagée pour les habitants de notre planète. Elle se tient également à un moment où mon pays, le Mali, un État avec une superficie d'1 231 238 km² et aux 2 tiers désertiques, est confronté à de nombreux défis liés au changement climatique. Des défis rendus encore plus ardus par l'accumulation de crises sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires et sanitaires. Ces défis et vulnérabilités créent un terreau fertile à la dégradation de l'environnement et son corollaire d'érosion de la résilience des populations, illustré par le phénomène des personnes déplacées internes, des réfugiés, de la migration de masse et de l'exode rural. Le Mali est désireux d'aller vers une transition écologique et énergétique juste et équitable, soutenue par des moyens de mise en œuvre adéquats et conséquents. Dans cet ordre d'idées, le chef de l'État a décidé dès son investiture, le 7 juin 2021, de renoncer immédiatement aux 2 tiers des fonds de souveraineté alloués à la présidence de la République, afin de les consacrer à des œuvres sociales. Ce programme présidentiel d'urgence sociale a permis à ce jour la construction de 213 forages sur toute l'étendue du territoire national, ayant permis aux populations vulnérables et aux couches défavorisées d'avoir accès à l'eau potable. Cette initiative d'atténuation aux effets des changements climatiques entre dans sa phase de croisière et sera consolidée par les actions vigoureuses contenues dans le plan d'action du gouvernement,
qui prévoit en moyenne le reboisement de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées du fait de l'avancée du désert et de la dégradation des lits et des berges des principaux cours d'eau dans le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, la reprise des travaux du barrage de Taoussa, ainsi que la construction des centrales photovoltaïques à travers le pays. Et cela permettra au Mali d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. Animé de la volonté de diriger les questions environnementales au rang de priorité, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a engagé le gouvernement dès le Conseil des ministres inaugural tenu le 17 juin 2021 à prêter une oreille attentive à l'adaptation et à l'atténuation des populations au changement climatique. Le chef du gouvernement par intérim a aussi abordé l'épineuse question du financement. Il appelle les plus gros pollueurs à assumer pleinement les responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. Les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité, a-t-il martelé. Nous l'écoutons. Il est impératif que les partenaires techniques et financiers se mettent davantage à l'écoute de nos besoins et surtout que tous et chacun s'assurent que leurs interventions sont en adéquation avec les 3 principes clés définis par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en matière de coopération et de partenariat avec le Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin de la prise en compte des intérêts vitaux des populations. En termes de principe de la responsabilité commune mais différenciée, l'Afrique n'est responsable des émissions cumulées mondiales que de 4%. Par conséquent, il est important que les plus gros pollueurs assument pleinement leurs responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, les promesses non tenues sont de nature à affecter la survie de l'humanité. Enfin, la République du Mali reste convaincue, aujourd'hui plus que jamais, de l'importance de conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que la présente COP27 ne soit pas une messe de plus, encore moins un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de préservation de la planète Terre et dans notre ambition collective d'assurer un développement durable pour les générations présentes et futures. Que Dieu sauve notre planète, que Dieu préserve l'humanité, notre faune et notre flore. Voilà le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, lors de son adresse à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Guibou Koulibaly et Mbarakou Maïga. Sur un autre registre à présent, la Banque mondiale accompagne le gouvernement dans le cadre de la promotion de l'élevage. L'appui porte sur la formation des élèves vétérinaires et les professionnels. Une trentaine bénéficient d'une bourse de formation à Dakar. Hier après-midi, le ministre en charge du développement rural a procédé à leur mise en route. Awadit Makamara. 31 personnes, dont 29 bacheliers et 2 professionnels, reçoivent leur bourse pour une formation en médecine vétérinaire à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal. Moussa Koulibaly, coordinateur national du PRAPS 2. Pour la sélection des 31 étudiants ici présents, le ministère du Développement rural a lancé un appel à candidature le 17 août 2022, ce qui a engendré en tout cas une candidature massive de 363 étudiants qui ont postulé. La commission mise en place a procédé à la définition des critères et justement, sur recommandation du ministre du Développement rural, elle a effectué une sélection rigoureuse. Cette initiative du PRAPS-PADEL est financée par la Banque mondiale. Les bacheliers bénéficieront d'une formation de 6 ans et 4 ans pour les professionnels. Ceux-ci remercient les autorités pour l'opportunité. Mariam Konaté, porte-parole des boursiers. Par ces gestes, le gouvernement malien et ses partenaires vont sans faute contribuer à briser une des chaînes de désespoir, d'exclusion, voire de pauvreté dans beaucoup de familles. Une occasion pour le ministre Keïta de leur prodiguer des conseils. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal, que vous allez fréquenter, est ouverte à plusieurs nationalités. Vous y serez les ambassadeurs de notre pays. Cela requiert de vous le sérieux, le travail, la discipline, le respect des lois du pays hôte.
la courtoisie et la collaboration avec les autres étudiants. Jouez votre partition dans l'édification de Mali Koura. Eu égard à l'importance et au rôle du sous-secteur élevage au Mali, cela constitue un défi que le gouvernement tient à relever. Cela passe par l'amélioration de la qualité des femmes et des hommes qui interviennent dans le sous-secteur, mais également par l'accroissement du nombre de professionnels. Le PRAPS PADEL accompagne le Mali dans la formation des docteurs en médecine depuis 2017. Un mot de l'actualité dans nos régions à présent, et je vous l'annonçais en titre, un palier supplémentaire sera franchi bientôt dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. 4200 hectares seront réhabilités dans quelques mois dans l'Office du Niger. Des milliers de producteurs devraient profiter de l'infrastructure dont les travaux seront lancés le mois prochain. Le PDG de l'Office du Niger qui visite actuellement les champs en a profité pour voir le site du projet Ndebougou 4, un projet porté par le Mali et l'Allemagne à hauteur de 30 milliards de francs CFA, financé par la KfW. Les détails avec Ramata Konaté et Karamoko Traoré depuis la station régionale de Ségou. Bamako et Berlin décident main dans la main de booster l'agriculture dans la région de Ségou. Ndebougou 4 est porteur de ce projet qui va démarrer très prochainement. Tidjani Traoré, directeur de l'aménagement et de la gestion du foncier à l'Office du Niger. Le projet Ndebougou 4, c'est quoi? C'est une réhabilitation de 4200 hectares. Quand on dit réhabilitation de 4200 hectares, il y a 3200 hectares anciens et 1000 hectares nouveaux qu'on doit aménager. C'est sur financement de la KfW pour environ 30 milliards de francs CFA. D'ici le fin décembre 2022, on va lancer tous les travaux. Dans quelques semaines donc, des milliers de producteurs profiteront de ce projet intégrateur. Tidjani Traoré, directeur de l'aménagement et de la gestion du foncier à l'Office du Niger. Quand vous voyez le canal qu'on doit faire, le canal Gruber, il fait 15 km. Et il va desservir plus de 25 000 hectares. C'est toute une population, les paysans de la zone de Nyono et de Ndebougou, qui seront tous liés à ce projet. Et aussi, il y a beaucoup d'activités d'accompagnement des paysans qui sont là. La formation, les installations des mini-rizeries. À ceci s'ajoute le drain du Kala inférieur Est, Kaye, long de 33 km pour toutes les eaux de Nyono et Ndebougou. À travers ce projet, plusieurs pas seront franchis pour garantir l'autosuffisance alimentaire au Mali. Et c'est là la concrétisation d'une promesse des plus hautes autorités du pays. En marge de cette visite, le PDG de l'Office du Niger et sa délégation ont rencontré les agents des zones de production sur les réformes entreprises au sein de la structure. Sila Ramata Djigiba, directrice des ressources humaines de l'Office du Niger. Il y a eu beaucoup de réformes. Après la création de la direction des ressources humaines, il y a un cadre organique, un plan de manuel de formation, un plan de carrière qui a pour but une meilleure gestion, la motivation même du personnel. Par rapport au manuel de formation, ça c'est la valorisation des ressources humaines. Par rapport au cadre organique, il s'agit de voir concrètement les structures des différentes directions, les effectifs, le profil. Ici, il est question de galvaniser davantage les agents et de renforcer leurs capacités en vue d'augmenter le rendement. Ségou, Ramata Konaté et Karamoko Traoré pour l'ORTM. Direction à présent, première région administrative de notre pays où le ministère de la refondation de l'État, à travers ses missions d'appui à la refondation, poursuit ses rencontres de restitution du cadre stratégique de la refondation de l'État. La phase régionale a débuté hier à Kaye. La cérémonie d'ouverture des travaux présidée par le gouverneur de région, colonel Moussa Soumaré, a réuni toutes les forces vives de la région. De Kaye, les explications de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Les recommandations des Assises nationales de la refondation ne sont pas restées dans les tiroirs comme on a l'habitude de le constater à la suite des Foura au Mali. Elles ont été traduites en actions gouvernementales dans un document intitulé « Cadre stratégique de la refondation de l'État CSRE ». Mokhtar Kone, chef de la mission d'appui à la refondation de l'État pour les régions de Kaye, Kita et Nioro du Sahel. Nous sommes donc dans la région de Kaye pour expliquer le cadre stratégique de la refondation de l'État, qui a une vision large de 2022 à 2031. Et dans ce cadre, on a tiré un plan quinquennal qu'on appelle le plan d'action de la refondation de l'État. Et c'est dans ce plan qu'on va puiser les 155
et bien entendu il va rester les 307. C'est un livre de référence qui va même au-delà de la transition. L'initiative est bien accueillie par les forces vives de la Cité des Rails qui ont fortement participé aux Assises nationales de la refondation. Mamadou Koulibaly, président du Conseil régional de la société civile de Caille. On se réjouit pour la bonne raison que Caille, c'est la seule région qui a été prise particulièrement par rapport à une recommandation fétiche en ce qui concerne la construction d'une université dans la région de Caille. Ça fait partie des 517 recommandations des assises nationales et en même temps, ça ressort dans ce document stratégique 2022-2031 du gouvernement de la transition. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. La délocalisation au niveau régional de cet important atelier est l'illustration parfaite de la volonté maintes fois affirmée des autorités de la transition d'impliquer l'ensemble des Maliens dans la mise en œuvre des options stratégiques destinées à la refondation de l'État. À l'instar de Caille, des rencontres similaires sont prévues dans l'ensemble des régions de notre pays dans les langues vernaculaires au besoin afin de permettre à l'ensemble des Maliens de s'approprier le cadre stratégique de la refondation de l'État, CSRE. Caille, Balkissa Saadi Bouchiri Faïdara, Lassana Keïta, pour l'ORTM. En troisième région, le conseil régional se loge dans du neuf. Près de 600 millions de francs CFA, c'est le coût du nouveau bâtiment administratif du conseil régional de Sikasso. Une enveloppe mobilisée par l'ANICT et le conseil régional avec respectivement 88 et 12%. L'infrastructure bâtie sur 1200 mètres carrés dans la cour du conseil régional vient pallier les insuffisances de bureaux que connaît la collectivité territoriale. L'inauguration a eu lieu hier. De Sikasso, les précisions de Moustapha Doumbia Amadou Dolo. C'est un bâtiment en rez-de-chaussée plus un réalisé sur une superficie de 1200 mètres carrés. Il comporte en tout 61 bureaux, une salle de réunion, une salle des archives, des blocs sanitaires intelligents et un garage. Un bâtiment moderne, inspiré du style traditionnel propre à la région de Sikasso. L'infrastructure permet de combler les besoins actuels en bureau de la collectivité région en prenant en compte des évolutions futures. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Le conseil régional de Sikasso a créé 4 services généraux et 5 services rattachés avec un effectif prévisionnel de 128 agents. À ce jour, le personnel du cadre de l'administration générale des collectivités territoriales et de 72 agents. Aussi, avec les élections régionales à venir, le conseil régional de Sikasso aura un bureau exécutif composé d'un président et de 5 vice-présidents. Au regard de toutes ces évolutions futures et compte tenu de l'insuffisance des bureaux actuellement, il faudrait prendre le devant. Le nouveau bloc administratif du conseil régional de Sikasso a coûté près de 600 millions de francs CFA, dont une contribution de l'ANICT à hauteur de 528 millions de francs CFA. Le reste de l'enveloppe est supporté par le conseil régional. L'initiative témoigne de l'évolution positive de la décentralisation, selon l'exécutif régional. Daniel Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. C'est le choix des hautes autorités de ces pays qui ont opté pour la décentralisation dans notre pays. Et c'est justement sur ces vastes chantiers que le président du conseil régional de Sikasso, avec son équipe, avec tous les partenaires et autres acteurs du développement de la région de Sikasso, ont justement choisi de réaliser cette infrastructure. À noter que le nouveau bloc administratif du conseil régional est prévu pour 5 niveaux. Il prévoit des dispositifs pour l'installation des ascenseurs. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition, une page sport traditionnellement animé les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football, compétitions africaines des clubs. Nos 2 représentants en lice jouent aujourd'hui leur match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. L'AS Real de Bamako joue à domicile et le Djoliba AC est en déplacement au Maroc. Oui, nos 2 clubs sur le chiquet continental dans le cadre des compétitions africaines de clubs jouent aujourd'hui des rencontres décisives pour la suite de la Coupe de la Confédération. Le Real lui joue à domicile et est en bolletage favorable après son nul d'un but partout obtenu à l'aller il y a une semaine à Eswatini chez Royal Leopard.
Pour le président de l'AS Real de Bamako, Maître Famaka Dambélé, son équipe est consciente du défi à relever et appelle les supporters à sortir massivement cet après-midi pour pousser les Scorpions. Pour nous, c'est la finale parce que la marche aller est derrière nous. Notre objectif, c'est de gagner à Bamako pour qu'on puisse entrer dans la phase de poule. Toutes les dispositions sont prises pour la victoire. Je demande à tout le peuple malien de sortir massivement pour supporter les Real. Je dis qu'au-delà même du Real, c'est le Mali. AS Real du Bamako Royal Léopard d'Eswatini, coup d'envoi 16h temps universel au stade du 26 mars, une rencontre qui sera dirigée par des arbitres libyens. Toujours ce mercredi, l'autre représentant malien, le Djoliba Athletic Club, va jouer au Maroc chez les forces armées royales de Rabat à 19h. Le match aller à Bamako s'est soldé par le nul 0-0. C'est dire que les Rouges de Bamako gardent toujours leur chance de qualification, même s'ils n'ont pas été flamboyants au match aller. Avant le départ pour le Maroc, l'entraîneur du Djoliba Athletic Club, Sekou Sek Bako, n'écarte pas l'idée du match piège ce soir à Rabat. Il reste un autre match à jouer chez eux là-bas. Un but du Djoliba, ils sont éliminés. Et un match nul avec les scores, ils sont éliminés. Donc je pense que ça reste ouvert. On a toute notre chance. Ce que j'ai vu ici au match aller, je pense que de loin, on aurait dû perdre le match aller ici. Mais bon, les dieux du stade étaient avec nous. Et on s'est arrangé à avoir un match nul. On n'a pas pris de but. Donc ça reste toujours ouvert. Donc nous aussi, on va aller chercher notre qualif là-bas. On va essayer de marquer des buts. Et à défaut de ça, pourquoi pas jouer le 0-0 et aller au tir au but. Ce sont des arbitres sud-africains qui vont officier la rencontre Forces armées royales du Maroc, Djoliba Athletic Club, coup d'envoi à 19h. À Rijuma, il y aura plusieurs autres rencontres aujourd'hui sur le continent. 14 affiches sont prévues ce mercredi au compte de ces tours de cadrage. Retour de la Coupe de la Confédération. Il y aura entre autres Berkane du Maroc avec un but de retard qui accueille US Monastir de la Tunisie. Le club togolais de l'Est, Code Kara, victorieux de l'aller 2-1, joue chez le CS Sfaxien de la Tunisie. La SEC Mimosa et le CS Gagnois se retrouvent pour le second acte. Avantage à l'AXEC qui s'était imposé 2-0. Saint-Éloi Lupopo, le club entraîné par le Malien Mohamed Makassoua, reçoit au stade des Martyrs de Kinshasa RC Kadjogo du Burkina Faso et Diable Noir du Congo croise la Passe FC de Seychelles. Ce sera au stade Massamba Deba de Brazzaville. Allez, Djouma, pour terminer, Coupe du Monde Qatar 2022, le coup d'envoi, c'est dans quelques jours et déjà les sélectionneurs commencent à publier leur liste de joueurs. Il ne reste plus que quelques jours pour le démarrage de la grande messe du football mondial, prévue du 20 novembre au 10 décembre au Qatar. Et déjà, certains sélectionneurs ont communiqué leur liste de 26 joueurs pour le rendez-vous mondial. C'est le cas de Tite, le coach du Brésil, qui pourra compter sur un effectif particulièrement compétitif composé des joueurs de classe mondiale. Le défenseur Dani Alves, 39 ans, constitue la grande surprise de cette liste. Il a été retenu. L'autre surprise est l'absence de Roberto Firmino, l'attaquant de Liverpool. Sinon, on retrouve tous les autres ténors. 20 ans après son dernier sacre, le Brésil est en quête d'une 6e étoile. Au Qatar, la Seleção est logée dans le groupe G en compagnie de la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Les sélectionneurs du Japon et de l'Australie ont aussi publié leur liste. Le technicien danois, lui, a d'abord donné le nom de 21 joueurs. Ce mercredi, la liste de la France est attendue. Voilà, Ardjuma, il faut préciser que l'ORTM aussi se prépare pour faire vibrer les Maliens en leur offrant la plupart des matchs sur les 2 chaînes de télévision nationales. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à Macrowash, ou groupe de services environnemental. C'est une structure malienne créée par un jeune entrepreneur. Dans cette œuvre utile, l'initiateur travaille avec les partenaires disposant d'une expertise dans le secteur de l'assainissement. Sa particularité est la collecte de déchets de toute nature, mais aussi leur recyclage. C'est une réalisation en rediffusion de Agibou Koulibaly. Avec 38 880 mètres cubes de déchets collectés chaque année dans le district de Bamako, 2160 à Koulikoro et 16 992 mètres cubes à Gao, Macrowash est considéré comme l'un des leaders dans l'industrie de gestion des déchets au Mali. La structure offre une variété de solutions à un groupe de clientèle diversifié allant du résidentiel à l'industriel. Lamine Dambélé est le président directeur général de Macrowash. Macrowash, c'est un mot anglais, donc ça veut dire macro.
qui représente la grandeur beaucoup et waste, ça veut dire déchets. Donc en deux mots, Macro Waste, c'est l'entreprise qui s'occupe des grands déchets, tout ce que les gens n'ont pas besoin. La méthode de ramassage des déchets est importante. Avec des équipements de qualité et une équipe très professionnelle, Macro Waste offre des services adaptés aux besoins d'assainissement des populations. Diallo Awassissé, citoyenne. Donc ça se passe vraiment bien. Ils respectent les rendez-vous, ils ramassent comme il faut et ils sont très ponctuels. Et même par rapport au paiement, ils ont mis des moyens en place pour qu'on puisse payer sans se déplacer. Franchement, je suis satisfaite. Avec des conteneurs de grande capacité et un service de qualité, Macro Waste est capable de satisfaire les besoins des usines et d'autres grands producteurs de déchets au Mali. Mokhtar Keita, assistant de direction dans une entreprise de production de plastique à Bamako. Notre collaboration se passe à merveille, c'est impeccable. Franchement, avec Macro Waste, ça va, il n'y a pas de problème. Les caisses d'ordures qui sont chez nous, si ça se remplit seulement, il y a un service qui s'occupe directement de ça. Donc ils viennent décharger et ils amènent nos caisses vides, les ordures. Donc on peut mettre nos ordures dans ça tout le temps. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble. Madame Dia Kumba Tangara, citoyenne. Depuis 2016, ils sont chargés de ramasser mes ordures 1 à 2 fois par semaine. Franchement, je suis très satisfaite de leur travail parce qu'ils font correctement le boulot. Ils ont même une fois changé ma poubelle et franchement, je suis satisfaite. Une des particularités de Macro Waste est la collecte de déchets de toute nature, mais aussi leur recyclage. Lamine Dambélé, président directeur général de Macro Waste. C'est pas seulement les ramassages seulement qu'on fait, mais on fait la gestion des déchets en général. Comme ça, quand on vient dans votre entreprise, par exemple, on demande de nous donner exactement comme ça vos besoins. Et selon ça, comme ça, on va dessiner comme ça un plan de gestion des déchets. Donc ça peut être transformer votre déchet en compost. Là même, comme ça, vous travaillez. Surtout ça, c'est très fréquent sur les ambassades. On transforme une part de déchets pour le compost que vous pouvez mettre ça dans le jardin. Et puis on peut les trucs de recyclage, s'occupe aussi de l'entretien des arbres aussi. Pour le PDG de Macro Waste, l'ambition de son groupe est de faire de Bamako la ville la plus propre d'Afrique bientôt avec le concours de l'ensemble des Maliens, mais aussi d'assainir l'ensemble du Mali à long terme. Car la durabilité est un impératif de service stratégique, comme en témoigne leur slogan Kenya Tita Sanuyako, autrement dit, la santé et l'hygiène vont de pair. Voilà, à cette heure passée de 27 minutes à Auricula se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mokhtar Touré. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Timidi. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabaté. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.